Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vraiment vous remercier pour les nombreux commentaires et les nombreuses réactions que vous avez eues sur le dernier défi, le numéro 38, le grand roman des maths avec Michael Launay. C'était vraiment génial de votre part. Je m'attendais pas à ça pour tout dire parce que je sais que les chroniques de livres, c'est pas quelque chose qui attire beaucoup l'attention sur YouTube. Mais en tout cas, vous avez formé au fil des semaines une communauté dont je suis très fier. Et voilà, je voulais vous remercier pour ça parce que voilà, il y a les habitués qui me font encore plein de remarques, de suggestions et qui me disent un petit peu tu devrais lire ci, tu devrais lire cela. C'est génial de votre part, merci. Comme vous le voyez, les piles, il y en a plusieurs, elles continuent à grossir, c'est vraiment la folie. Dans la dernière vidéo, donc je vous avais posé une question, est-ce que je continue sur une chaîne à part ou est-ce que je continue le défi ou est-ce que j'arrête le défi? Déjà, j'ai pas tranché, mais déjà je peux vous dire que je n'arrêterai pas le défi, je le continuerai. Soit je continuerai en version 53, 54, 55, etc. sur la même chaîne, même rendez-vous, même heure. Soit je crée une autre chaîne à part, où là, finalement, on pourra parler qu'entre passionnés de livres. Sachez également que quand je me déplace dans les salons du livre ou quand je me déplace pour faire des conférences, très souvent, vous me parlez, vous me posez des questions à propos de ce défi-là. Donc c'est quelque chose, je m'y attendais pas du tout en fait. Pour moi, c'est devenu hyper banal de lire un bouquin en une semaine. Je pensais pas que je dirais ça un jour, mais je vous assure que il n'y a absolument rien de difficile à faire ce challenge, à faire ce défi. Certains des gros livres sont des challenges en eux-mêmes, mais pour un livre classique lambda, ça se fait tout à fait, quoi. Je veux dire, si vous êtes un minimum organisé, que vous avez envie d'apprendre des choses, et que ce que vous lisez, ça vous intéresse un minimum, je vous garantis que n'importe qui peut y arriver. Et puis reprendre goût à la lecture, c'est reprendre goût à l'apprentissage, c'est reprendre goût de redécouvrir un monde comme ça qui change tout le temps. Et pouvoir s'y adapter et pouvoir créer de grandes choses. Je vous assure, ça fait vraiment la différence. Bon, assez parlé de moi. Je vais vous parler maintenant du livre de la semaine qui est The Willpower Instinct, How Self-Control Works, Why It Matters, and What You Can Do to Get More of It. The yes needs a no to win. Again the no. En fait, c'est tout simplement un livre sur la volonté. Attention, pas la concentration, la volonté. Il y a une légère nuance, on en parle tout de suite après le jingle. The Willpower Instinct, c'est un livre technique d'experts. Ça veut dire que là-dedans, vous allez vraiment avoir beaucoup de références, vous allez avoir beaucoup d'expérimentation et vous allez apprendre à fond sur un sujet. Quand vous lisez un livre, vous avez un coach avec vous, assis à côté de vous pendant une semaine et qui vous dit tout ce qu'il sait sur son métier, c'est exactement ça. J'ai eu un coach en volonté, en force de volonté. Alors, en quoi c'est différent de la concentration? La volonté, c'est ce qui vous permet de tenir la journée. Il y a 3 formes de volonté, en fait. D'après l'auteur, Kelly McGonigal, il y a 3 formes de volonté. La première forme de volonté est « je veux faire ». C'est ce que vous avez l'intention de faire. C'est vos envies, c'est là où vous voulez guider votre vie, finalement. La deuxième forme de volonté, légèrement différente, c'est « je vais faire ». C'est-à-dire, là, on est au moment de l'action. Vous allez faire quelque chose et quelque chose vous en empêche. Est-ce que vous allez avoir la force de volonté pour le faire? Et enfin, la troisième force de volonté, c'est « je ne veux pas ». Donc là, on parle plus précisément de résister aux tentations. Ces 3 grandes phases, ces 3 formes de volonté forment les 3 grandes parties du livre. Même s'il y a un petit peu plus de chapitres, j'ai identifié que c'est les 3 grandes parties du livre. Parlons un peu de la fatigue, je veux faire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais au cours de la journée, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué nerveusement. Pas physiquement, vous pouvez tenir le coup, mais au niveau de la volonté, au niveau de la motivation, vous êtes à zéro, vous pouvez plus rien faire du tout. Tout ça, ça veut simplement dire que vous avez épuisé votre réserve de volonté. On en avait déjà parlé avec Deep Work de Cal Newport, mais là, The Willpower Instinct va beaucoup plus profondément au niveau des explications et au niveau des expériences qui ont été réalisées. Parce que Kelly McGonigal, l'auteur de ce livre, est également psychologue à Stanford. Elle a même créé un cours spécifiquement sur le sujet, et c'est l'un des cours qui marche le mieux, c'est l'un des cours les plus populaires à Stanford. Alors elle y décrit beaucoup d'expériences, mais il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué, c'est quelque chose que j'expérimente aussi parfois. Ça vous est déjà arrivé d'avoir une sorte de bonne résolution, de vous lancer dans un projet, d'avancer, et puis de vous dire, bah ça y est, j'ai avancé, donc du coup maintenant je peux me permettre d'attendre un petit peu, quoi. C'est-à-dire le fait d'avoir bien agi, vous vous donnez inconsciemment la permission de céder aux tentations, de relâcher un petit peu votre effort. Ça, c'est un gros piège parce que du coup, les expériences, les études montrent que en faisant ça, en fait, vous procrastinez beaucoup plus et vous avancez beaucoup moins vite que si vous étiez focalisé à avancer lentement mais sûrement. Le deuxième piège, c'est, selon McGonigal, c'est de vous confondre vouloir quelque chose et être heureux.
En fait, vous avez une partie dans votre cerveau qui s'appelle l'amygdale qui a pour but de vous éviter la souffrance, de vous éviter de trop grosses charges de stress. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez une échéance qui approche? Vous avez tendance à stresser. Et qu'est-ce que fait votre amygdale? Elle envoie des signaux tout au long de votre cerveau, tout au long de votre corps et tout au long de vos réactions. En fait, très souvent, vous allez, pour fuir un petit peu ce stress, vous allez vous mettre à procrastiner, vous allez vous mettre à avoir une échappatoire, avoir une addiction, avoir des tentations pour ne pas plus éprouver ce stress. Votre amygdale a très bien compris que passer votre temps sur YouTube, ça marche quand il s'agit de vous enlever de la tête, au moins pour un temps, cette échéance, ce dossier que vous avez à rendre pour telle date. Donc ça, c'est une chose, mais c'est un piège, évidemment. Autre chose qui est complètement contre-intuitive, c'est que lorsque vous procrastinez, c'est-à-dire lorsque vous remettez les choses à plus tard, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous perdez votre temps à faire des trucs qui n'ont pas vraiment de rapport avec ce que vous devriez être en train de faire, et qu'est-ce qui se passe après? Bah, vous culpabilisez de ne pas avoir avancé. Et là, ce système-là, ce procédé-là, qu'est-ce que ça vous fait faire? Et bah du coup, comme vous culpabilisez encore plus, et bah vous procrastinez encore plus. En fait, de cette façon, vous commencez à mettre en place un système d'addiction à la procrastination. C'est comme si le fumeur, par exemple, il était en train de fumer sa clope, il a envie d'arrêter, mais qu'il culpabilise parce qu'il n'est pas arrivé à arrêter. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, du coup, il va fumer pour ne plus stresser et pour ne plus culpabiliser. Donc c'est un cercle vicieux qui se met en place sous toutes sortes de formes différentes. On parle de procrastination, on parle de fumer, mais on peut également parler d'addiction aux drogues, à l'alcool, au sexe, à tout ce qui est un petit peu addictif. C'est le même système qui se met en place et c'est en rapport avec votre volonté. On arrive à une grosse partie du livre que personnellement j'ai adoré, c'est au niveau de justement la volonté. La pire stratégie possible que vous pouvez faire quand vous êtes tenté par quelque chose, pour résister à la tentation, c'est d'essayer de nier cette tentation ou d'essayer de penser à autre chose. Quand vous faites ça, en fait, vous renforcez votre emprise de la tentation sur vous. Ce que vous pouvez tenter de faire, en revanche, c'est d'accepter que vous êtes tenté, mais de regarder ça d'un œil un petit peu extérieur et de regarder comment la tentation marche sur vous. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de ça et c'est pour pallier à quel problème et est-ce que ça va vraiment vous être utile? De cette façon, vous ne restez pas focalisé sur vos émotions, mais vous analysez plus en profondeur. Alors, il y a vraiment plein de petits exercices à faire. Le livre en regorge. Maintenant, il n'y a pas d'étape, c'est pas une méthode, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous dire d'abord utilisez cet exercice, puis ensuite, une fois que vous avez analysé ça, faites ceci. Non, c'est plus des exercices qui sont balancés comme ça au compte-gouttes. C'est pas mal, mais du coup, à mon sens, on a moins envie de les mettre en pratique, on a moins envie de les faire, même si tout ce qu'on lit a énormément de bon sens. Il faut savoir que ce livre a été traduit en français, donc si vous voulez le lire, c'est tout à fait possible de le lire en français. Je mettrai un lien dans la description, ainsi que la liste de tous les autres livres que j'ai lus. C'est rempli d'humour. Il y a beaucoup d'humour tout au long du livre, donc ça c'est vraiment... pour un ouvrage de psychologie populaire, bah, ça gâche rien, parce qu'il est quand même parsemé de beaucoup d'études. L'aspect est très technique, le contenu est très technique, hein. Donc vous allez vraiment rentrer à fond dans les choses. Ça me rappelle un petit peu ce bouquin là, si je fais pas écrouler la pile, si je vais le faire, hop, Pic. Science de l'expertise, eh ben, excellent complément. Autre point commun entre ces deux bouquins, c'est que les couvertures sont absolument nulles. Enfin, nulles. Ça ressort pas vraiment, elles donnent pas vraiment envie de lire, il y a des sous-titres à rallonge, etc. Je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que ce type de livre, j'aime beaucoup les lire. C'est une petite aparté comme ça au hasard, au passage. La semaine prochaine, c'est Halloween, et je me suis dit qu'il fallait fêter ça, entre guillemets, en proposant un petit peu un livre qui sort un peu de l'ordinaire et qui fait un peu peur. Alors, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, qui fait peur, mais qui n'est pas une fiction, et bah j'en ai trouvé un de l'ami youtubeur Mamie Twink. La semaine prochaine, je vais m'attaquer aux explorations nocturnes. En fait, les explorations nocturnes, c'est quoi? C'est un truc que j'adorais faire quand j'étais gamin, c'est-à-dire explorer les lieux abandonnés, sauf que lui, il le fait de nuit. Et donc il relate tout ça dans son livre, où il y a beaucoup de très belles photos. Du coup, il y a beaucoup moins de contenu que le type de livre que j'ai l'habitude de voir. Donc je vais voir si je peux lire un autre livre en spécial Halloween, c'est-à-dire 2 livres dans la semaine plutôt qu'un seul. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette chronique numéro 39 vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la 40e partie du défi, un livre par semaine pendant 52 semaines. Salut! Attends, on refait, c'est nul. Chaque jour je vous parle ça, il y a c'est nul ce que je dis. Ah punaise! On va faire un bêtisier avec tout ça.